Bonjour et bienvenue à l'émission Ma Ville, ma passion, une émission où on reçoit des gens de passion, des gens audacieux. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Madame Chloé Hutchison, mairesse de Hudson. Bonjour Madame Hutchison. Bonjour Chantal. Bienvenue dans les studios de C'est sur la télé, dans la maison Félix Leclerc. Merci beaucoup, très beau, très joli. Il y a une question que j'ai envie de vous poser d'entrée de jeu. Pourquoi vous vous êtes lancée en politique municipale? D'où vient l'inspiration? Toujours la grande question. C'est sûr qu'au début, c'était une question d'activisme, de vouloir faire mieux chez nous. C'est aussi le village natal de chez ma maman. Donc, pour moi, il y a une question d'amour, d'héritage, de patrimoine. Mais quelque part aussi, c'est de ramener à la source les éléments que j'aurais appris dans des grands bureaux. Je suis architecte de profession, donc de vouloir faire mieux localement. Donc, c'est une passion, évidemment, d'amener notre communauté une étape plus loin dans son parcours. Quel a été l'élément déclencheur? Parce que c'est votre premier mandat là, depuis 2021. Oui, l'élément déclencheur. Je vous dirais, c'est justement d'arriver à un point où on voit qu'il y a des situations qui pourraient être facilement réglées. Il y a aussi la question de la langue, qui pour moi, c'est une facilité. Je suis bilingue, je suis née en Suisse, mes parents sont canadiens anglophones, donc j'ai toujours pu travailler dans les deux langues, réfléchir et aimer dans les deux langues. Donc, je réalise que Hudson est souvent pris justement dans une bulle avec sa propre langue et je me suis dit, si je peux les aider justement à percer cette matrice, je pense que justement, j'aurais apporté du positif. Un désir d'améliorer les choses. Pour le bénéfice de nos spectateurs, est-ce possible de nous situer géographiquement Hudson par rapport à Montréal, par rapport à Vaudreuil-Soulanges? Donc, Hudson est situé à 55 km à l'ouest de Montréal, sur la rive nord, la presqu'île de la région de Vaudreuil-Soulanges. Nous faisons face à Oka aussi, donc on est en bordure du lac des Deux-Montagnes et la rivière des Outaouais. Vous l'avez dit dans votre introduction, les enjeux de la langue, il faut le dire, Hudson est une ville bilingue. Comment les deux entités cohabitent? Comment ça se passe dans la ville? C'est toujours très amusant. Je pense que la majorité des gens comprennent les deux langues, mais souhaitent qu'on leur parle et qu'on interagisse avec eux en anglais. Il y a de plus en plus de francophones qui viennent s'établir aussi à Hudson, mais c'est une ville qui est vraiment très cultivée, qui a énormément de culture. Et donc, la plupart des choses se passent en anglais. Il faut juste toujours être conscient que les gens aiment qu'on leur réponde, qu'on leur parle en anglais. Et donc, on s'adapte. On va répondre aux personnes qui veulent être répondues en français, on leur parle en français et l'inverse en anglais. C'est sûr que à faire la démystification entre ce qu'il se passe à l'extérieur de la ville, toutes les innovations qui se passent en termes de réglementation et aussi les changements dans la loi, les changements de valeurs aussi de culture québécoise, à ramener ça chez nous, c'est pas toujours évident parce qu'il y a un culture shock ou un culture break aussi qui se passe. Donc, il y a beaucoup de négociations, de travail, de démystifier, comme je disais tantôt. C'est un travail de longue haleine, mais je pense qu'avec les nouvelles générations, justement, qui sont de plus en plus flexibles et à l'aise en français, on est capable, justement, de faire cette traduction, de faire ce Parce que tout est doublé, le temps, les employés doivent tout traduire. Tout est doublé. De plus en plus, évidemment, les directeurs généraux, les directeurs de services sont francophones, avec une aptitude en anglais, évidemment, mais la plupart de nos rencontres de travail se font en français. Mais les élus sont souvent anglophones. Donc, déjà là, il y a souvent des petits biais où il y a des brisures qui se passent. Mais tous les rapports doivent être traduits, tous nos procès-verbaux doivent être traduits, tous les résumés de réunions. Donc, c'est très, très lourd. Toute rencontre est donnée dans les deux langues aussi. Donc, tout est vraiment très, très long. Donc, il faut être patient. C'est peut-être aussi une belle manière d'apprendre la langue, qu'on soit anglophone, qu'on souhaite apprendre le français ou qu'on soit francophone, qu'on souhaite apprendre l'anglais. C'est une manière de vivre en simultané. Ça peut être amusant aussi. Parce que j'imagine que les rencontres à la MRC, les rencontres concernant les dossiers régionaux qui ont un impact sur le municipal se font en français. Donc, comme vous expliquez, il faut ramener l'information en anglais, mais vous n'avez pas nécessairement reçu le matériel en anglais.
anglais? Non, non, tout se passe en français. De plus en plus, les documents aussi, niveau provincial, régional, métropolitain, sont rien qu'en français. La métropole fait quand même un effort de traduire les choses en anglais, de donner des versions écourtées aussi pour les personnes anglophones, ce qui est très, très utile pour nous, mais c'est quand même de l'information qui est assez complexe. Il y a souvent du légal, c'est des éléments que les gens ne sont pas toujours habitués à lire ou à comprendre. Aussi, il y a eu des brisures dans le temps. Ils n'ont pas nécessairement progressé non plus avec les évolutions. Donc, ça prend énormément de patience et puis une aptitude aussi de vulgariser cette information et de la rendre intéressante à la personne qui la reçoit. C'est important aussi pour le développement de la ville. Parlons un peu du portrait social. Combien d'habitants? Environ 5400, je sais que ça fluctue, des fois c'est 5600, ça va dépendre de l'année. On a eu beaucoup de flux de personnes justement de l'île de Montréal qui sont venues s'établir à Hudson pendant la période de pandémie, qui font du télétravail. Il y a de plus en plus de jeunes familles aussi qui s'installent chez nous, mais on voit que dans les projections démographiques, ça va continuer de baisser. On sait qu'on est une population vieillissante avec l'âge moyen d'environ 54 ans, qui est mon âge, donc je me sens dans la moyenne. Mais tout ça pour dire qu'il faut qu'on soit conscient justement des besoins qui sont très différents entre les personnes qui sont plus à la retraite ou âgées, qui réfléchissent à sortir de leur maison unifamiliale pour se rendre soit en appartement ou en résidence supervisée. On n'a pas de la place pour toutes ces différentes typologies, donc il va y avoir du redéveloppement qui sera nécessaire également pour donner tant l'aptitude aux gens qui n'auront pas nécessairement les moyens, qui sont des familles monoparentales, de pouvoir rester à Hudson pour que ça soit abordable, et aussi des personnes vieillissantes qui veulent se délaisser de leur maison et rentrer en appartement. Donc, il y a vraiment un flux, on voit vraiment dans le type d'occupation des gens en termes d'habitation et de leur choix. Ils veulent de plus en plus vivre plus rapprochés, plus proches les uns des autres, avoir plus de liquidité pour faire du voyage, aller voir leur famille. Donc, ça change beaucoup les mœurs. On a quand même une communauté qui est très, très active aussi, qui s'implique en bénévolat. Il y a énormément d'activités culturelles qui sont souvent menées par des organismes à but non lucratif, donc indépendants de la ville, qu'on subventionne de temps en temps. Mais il y a aussi un volet commercial qui est intéressant, c'est les petites boutiques, beaucoup de restaurants, beaucoup de bars, et ça crée vraiment un milieu de vie de qualité qui attire justement les gens à vouloir s'établir de plus en plus dans un rayon de marche de toutes ces entités-là. Donc c'est vraiment très intéressant. On voit qu'Hudson a beaucoup à offrir. C'est un endroit qui est quand même assez convoité par beaucoup de gens, mais on a aussi les pressions avec les milieux naturels qu'on souhaite garder naturels. Les enjeux de l'urbanisation versus la cohabitation avec l'environnement, est-ce que c'est un enjeu des prochaines années à Hudson? Je pense que c'est un enjeu pour pratiquement toutes les municipalités qui sont périurbaines ou en zone en marge urbaine. Donc, on va avoir cette situation où chez nous, la majorité du littoral, justement, est occupée par des résidences privées. Il y a très, très peu de points d'accès qui sont publics. On a un grand parc qui est accessible présentement avec une plage, mais la plage est en milieu privé, avec une servitude d'usage au public, mais en pression de développement. Donc, il nous reste plus beaucoup de grands terrains qui sont justement accessibles ou disponibles au redéveloppement ou au développement dans ce cas-ci. Et il va falloir qu'on fasse des choix et puis qu'on s'entende à dire ces zones-là devraient être densifiées et ces zones-là devraient être protégées complètement. Donc, il va vraiment falloir... Les enjeux d'espace, hein? Et d'équilibre entre l'urbain et le naturel. Le fait que Hudson est considéré CMM, Communauté métropolitaine de Montréal, est-ce que c'est une difficulté, un pot ou un négatif pour le développement avec les visions que vous avez de Hudson? Oui, oui. Je pense que pendant longtemps, la CMM a été mal comprise. Je pense que longtemps, ça a été vraiment, si on veut, the scapegoat, la chose sur laquelle on portait tout le blâme en disant si ça va mal, s'il y a du développement un peu n'importe comment, c'est à cause de la CMM. Donc, moi, c'était justement une des choses que je voulais rééquilibrer en disant il y a beaucoup d'opportunités si on le fait correctement. La CMM, il y a beaucoup d'avantages. Donc, ils ont beaucoup de programmes, de subventions, ils ont aussi des compétences, ils ont des connaissances, ils réfléchissent beaucoup plus largement en termes de développement, d'attraction à l'international même. Donc, je pense que pour nous, si on sait justement comment protéger ce qui nous appartient, ce qui nous est cher et comment développer
à notre façon, en gardant notre caractère, je pense que ça va très bien aller. Mais c'est sûr que si on laisse un petit peu faire n'importe comment, ça peut créer des divergences et des disparités qui pourraient être très néfastes. D'équilibre. Justement, bon, le transport, là, Hudson, je dirais pas qu'il est enclavé entre la rivière et la 40, mais vous avez un train, le dernier train là, qui se rend jusqu'à Hudson. C'est une belle opportunité. Bon, vous avez aussi le traversier qui va à Oka et la 40, bien sûr, et les rues, les routes avoisinantes. Le transport, des fois, il y a des petits bouchons à Hudson. Oui, c'est sûr. Ben, on a vraiment la rue panoramique qui est la rue Main, qui relie, disons, Vaudreuil-Dorion jusqu'à Rigaud. Les gens l'utilisent beaucoup justement pour voir cette proximité avec le lac. Mais autrement, en termes de transport en commun, c'est sûr qu'on est mal desservi. On est seulement desservi les matins et les soirs. En période de pointe, je pense qu'il y a un train le matin du lundi au vendredi et un train le soir. Avec la période qu'on vit présentement avec le pont de l'île aux Tourtes qui est en réduction des voies et en reconstruction. Donc ça crée justement des bouchons pour aller jusqu'à l'île, ce qui veut dire qu'ils ont rajouté des trains, mais c'est une situation qui est temporaire. Nous, on regarde à long terme, qu'est-ce qu'on ferait une fois que le pont est remplacé et puis que le train revient à un seul train le matin, un seul train le soir. C'est sûr qu'avec une cinquantaine d'usagers, on peut pas s'attendre à ce que ce train-là va perdurer. Donc, est-ce qu'on pourrait le remplacer et y mettre une voie cyclable ou une voie multifonction qui viendrait connecter justement l'île de Montréal avec l'Ontario et aller jusqu'à Ottawa? Ça pourrait être très, très intéressant. Présentement, le train s'arrête à la gare de Hudson, mais après la gare de Hudson jusqu'à Rigaud, on pourrait penser que ça deviendrait justement un sentier ou une manière pour les enfants de se rendre d'un parc à l'autre ou du Noyau jusqu'à... Il y a d'autres parcs qui sont plus à l'ouest. Donc, je pense qu'il y a énormément de potentiel avec ce corridor qui, justement, a une histoire, qui a tout son patrimoine. On a eu 4 gares à Hudson pendant plusieurs années, donc on pourrait voir des arrêts ponctuels avec des découvertes, justement des points d'arrêt commerciaux et autres. Ça pourrait être très, très charmant. Très charmant, oui. Et puis, un plus pour les habitants. La ville est riche en histoire, vous l'avez bien dit, mais aussi en culture. Vous êtes une personne qui aime la culture. On vous voit dans plusieurs comités. Ah, c'est gentil. Oui, c'est sûr que la culture fait partie de nos vies. Moi, à la base, j'ai étudié la peinture au Cégep et ensuite à l'Université d'Ottawa et ensuite l'architecture. Donc, à la base, pour moi, c'est important. L'art visuel, je suis un petit peu moins dans l'expression. Mon père est journaliste comme vous, donc l'écriture est aussi importante, mais dans la ville, on sent qu'il y a énormément de performance arts, donc le théâtre, la musique est très, très présente. Un peu moins le visuel, mais on en retrouve quand même. Donc, pour nous, ça fait partie du milieu de vie de qualité. Comment est-ce qu'on intègre la culture dans toutes nos sphères, que ce soit même au niveau municipal? Je pense que c'est important. Les gens ont besoin de s'exprimer, ont besoin de se sentir reconnus, qu'ils font partie de l'identité locale. Puis c'est quelque chose que je travaille au niveau justement de la métropole. Je suis la première présidente de la première commission de la culture et du patrimoine. Donc ça, c'est à la CMM. Et c'est vraiment un lieu privilégié où on peut réfléchir ensemble avec les différents représentants des différents secteurs de la CMM et voir justement comment amener cette notion de culture au travers de tous nos travaux, que ce soit le développement économique, que ce soit l'aménagement du territoire. Donc, c'est vraiment très fascinant, très privilégié d'avoir ce siège. On le ressent beaucoup. En terminant, votre grand enjeu là, pour 2024-2025, celui qui exige une priorité là, de la part de la mairesse, des conseillers de la ville? Je pense qu'il va falloir qu'on continue de se battre pour cet équilibre de la protection de l'environnement et de susciter un intérêt collectif parce que c'est sûr qu'il y en a qui sont beaucoup plus pro-développement, qui veulent justement ces typologies et il y en a d'autres qui veulent vraiment qu'on s'assure qu'il y a des corridors de biodiversité pour préserver notre environnement, mais aussi en vue des changements climatiques. Donc, je pense qu'il peut y avoir une part des deux. On peut s'asseoir et s'entendre les deux, mais il va falloir qu'on s'écoute, qu'on échange et qu'on négocie. Sans réfléchir, un mot pour décrire votre ville. Charmante. Charmante. Sur ces bonnes paroles, Madame Hutchison, ça fait un plaisir de vous recevoir ici.
Et tant qu'à vous, chers téléspectateurs, nous vous attendons la semaine prochaine pour rencontrer une autre personne passionnée.